Hello ma chère Queen, aujourd'hui je vais t'expliquer comment calculer la rentabilité de ta future location saisonnière. Avant de commencer la vidéo, sache que je t'ai préparé une checklist et le détail du calcul de ton coût de rentabilité. Par contre, il faut absolument que tu suives scrupuleusement tous les détails que je te donne tout au cours de cette vidéo parce que tu en auras besoin pour ta checklist et le coût de rentabilité. Tu ne comprendras pas tout ce que j'aurai marqué, tout ce que j'aurai inscrit dans ce document si tu ne suis pas cette vidéo. Mais c'est pas tout. À la fin de la vidéo, je t'ai préparé une liste de choses à savoir, de choses super importantes en fait qui vont te permettre d'une, de ne pas perdre de l'argent et deux, de pouvoir faciliter ta future location saisonnière. Ok? Donc reste jusqu'à la fin, écoute toute cette vidéo, c'est vraiment important parce que du coup ça va vraiment t'aider et ça va te faciliter. Tu vas gagner du temps et tu vas pas perdre d'argent. Ma chère Queen, comme tu le sais ou pas, je suis au Bénin depuis 1 an avec ma famille et je fais de la location saisonnière à Cotonou. Si tu n'as pas encore vu la vidéo dans laquelle je te présente donc ce nouveau business, ce projet, l'un de ces projets que j'ai ici au Bénin, je t'invite à la regarder juste ici ou ici. Dans cette vidéo, je te présente la villa. Donc tu verras toute la villa en détail, mais je te donne également les conseils qui m'ont servi à mener à bien ce projet. Ok? Donc n'hésite vraiment pas, après avoir vu cette vidéo, à regarder cette seconde vidéo. Ça marche? Ma chère Queen, j'ai eu plusieurs questions suite à la vidéo que j'ai faite justement sur la présentation de ce business. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre. L'idée, c'est de t'aider à faciliter ta future location saisonnière. Donc tout au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer la rentabilité de ta future location saisonnière en Afrique. Il faut savoir que moi, je me base sur de la sous-location. Je ne me base pas sur de l'achat. Donc je n'ai pas acheté de maison. La maison que j'ai, ce n'est pas une maison que j'ai achetée, c'est une maison que je sous-loue. C'est plus simple. Si tu veux comprendre les détails de pourquoi la sous-location est plus intéressante, regarde vraiment la vidéo dans laquelle je présente mon business de location saisonnière. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas louer un bien auprès d'un propriétaire et ensuite, tu vas sous-louer à d'autres personnes de façon saisonnière. Ok? Ma chère Queen, avant même de commencer cette vidéo, vraiment dans le détail, il faut que tu saches que tu ne pourras pas quitter la rat race. Je ne sais pas si tu as lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, mais si tu connais la rat race, il faut savoir que tu ne pourras pas quitter la rat race en ayant un seul bien. Il te faudra plusieurs biens immobiliers pour espérer avoir ta liberté financière. Avec un seul bien, tu ne pourras pas malheureusement avoir une certaine liberté financière. Par contre, tu peux tout à fait gagner de l'argent. Tu vas faire par échelon, tu vas prendre ton premier bien, ensuite ton deuxième. Dès que le premier fonctionne bien, hop, tu passes au second et ainsi de suite. Ok? Voilà. Premièrement, sache qu'il y a 3 types de locations. On a les locations de courte durée, qui correspondent à une location temporaire et qui désignent la location d'un logement meublé pour une durée allant d'une nuit à 3 mois. Les courtes durées ne dépassent pas 3 mois. Ensuite, nous avons la moyenne durée. Ok, donc la moyenne durée, c'est de 3 mois à 1 an. Et ensuite, on a les locations de longue durée qui sont de 1 an à plus. Donc la location saisonnière dont on parle dans cette vidéo, c'est une location de courte durée et qui n'excède pas 90 jours. Maintenant, on va parler de ta cible. En fait, avant même de commencer à vouloir louer un bien, il faut commencer par ta cible. En fait, c'est comme pour tous les business, tu dois connaître ta cible pour savoir à qui tu vends, à qui tu parles, qui seront ces personnes qui seront intéressées par ce que tu vends. Il est important de connaître sa cible avant même de parler de budget. Tu ne peux pas investir de l'argent sans connaître ta cible. Tu vas créer ton avatar, donc qui correspond au portrait de ta cible, et tu définiras également la typologie de biens qui correspond à ta cible. Si tu cibles les familles, forcément, tu ne vas pas prendre un salon, une chambre. Tu vois, les familles en général sont composées d'un couple et d'un enfant au moins. Donc forcément, il y aura plusieurs chambres. Ok? Si tu vises des logements d'exception, par exemple, il faut que le budget aille
en ce sens. C'est-à-dire que tu vas sélectionner un bien, par exemple, je te donne un exemple avec une piscine qui est plébiscitée par les personnes qui recherchent du haut de gamme, du luxe, et tu vas l'équiper en conséquence, c'est-à-dire que tu vas acheter un mobilier en conséquence. Ok? Créer son avatar, ça demande de prendre du temps. Il faut que tu te poses, ça te demande de faire des réflexions, d'étudier ton marché. Prends ce temps pour définir ta cible, pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre le bien que tu auras sélectionné, mais également ta cible. Ok? Donc, ne néglige pas la cible, s'il te plaît. Maintenant que tu as défini ta cible, que tu la connais par cœur, que tu sais comment lui parler, tu vas passer aux visites, au démarchage. Ok? Il faudra que tu fasses tes visites en fonction des quartiers recherchés, des types de biens et de ta cible. Il faut qu'il y ait, comme je te l'ai dit, une cohérence. Donc, ce sera à toi de te renseigner et de connaître le marché immobilier dans lequel tu te trouves, ainsi que les quartiers correspondant à ta zone, la zone que tu auras définie. Par exemple, certains quartiers seront privilégiés par les expats, d'autres par la diaspora africaine. À titre d'exemple, et comme dans plein de villes, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on a des communautés qui se rassemblent dans certains quartiers. Ton but, ça sera de savoir où ta cible se situe, où ta cible va rechercher ton bien. Alors, connaître les quartiers avant de visiter tout type de bien, ça te fera gagner du temps. Car si tu sélectionnes un bien qui ne correspond pas à l'endroit où ta cible souhaite vivre, tu n'attireras pas ta cible. Tu seras à la fois à côté de la plaque, mais en plus tu perdras de l'argent, du temps, et tu devras certainement revoir tout ton business. Passons maintenant au budget. Afin que ça soit plus clair, j'ai décidé de t'expliquer cette partie sous forme écrite. Pour commencer, j'ai différencié deux types de budget. On a le budget 1 qui correspond au loyer et toutes les dépenses qui resteront au propriétaire à la fin du contrat. Par exemple, les travaux d'aménagement et travaux d'embellissement tels que la peinture, l'électricité, les prises à ajouter, la mise aux normes, la plomberie. Il faut faire attention car pour les biens les plus prisés, les propriétaires demandent souvent jusqu'à 1 an d'avance de loyer à donner cash. Ensuite, il y a le budget 2. Ce sont les acquisitions que tu pourras récupérer à tout moment. Par exemple, l'équipement et la décoration de chaque pièce. Il faut que tu aies une bonne cohérence avec ta cible. Si tu vises une clientèle haut de gamme, par exemple, ton budget devra être en conséquence. Pour mon cas, par exemple, je vise plus une clientèle familiale expat. D'où le fait d'avoir pris un 3 chambres et d'avoir équipé en conséquence avec les standards européens. Maintenant qu'on a les différents postes de budget, on va calculer le seuil de rentabilité. Avant de connaître le montant mensuel de ton seuil de rentabilité, tu dois connaître la durée de ton amortissement. La durée de l'amortissement correspond à la perte de valeur de tes équipements. Pour notre cas, on l'a estimé à 2 ans. Car malgré la qualité de notre électroménager, il ne faut pas oublier qu'au Bénin, il y a beaucoup de problèmes liés au système électrique, ce qui réduit fortement la durée de vie de produits électriques. Maintenant qu'on a la durée de l'amortissement, nous pouvons connaître le seuil de rentabilité. Voici comment on fait. Pour le budget 1, on doit d'abord multiplier le loyer par la durée de l'amortissement et ajouter le montant des travaux. Ça nous donnera le montant total du budget 1. Pour le budget 2, on additionne le montant total de la déco et des équipements. Ça nous donnera le montant total du budget 2. Ensuite, on additionne le montant total des deux budgets et on divise par la durée de l'amortissement. Voilà, tu as à présent le montant total mensuel du seuil de rentabilité de ta location saisonnière. Dans le PDF que je t'ai préparé, il y a ce calcul détaillé avec un cas pratique pour que tu comprennes précisément tout cela. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître la liste des conseils. Maintenant, passons aux différents conseils que je t'ai préparés pour faciliter ta location saisonnière, mais également t'éviter de te faire perdre de l'argent. Conseil numéro 1, je vais te donner les astuces pour identifier les grosses périodes. Ces grosses périodes, c'est ces périodes-là où tu peux te faire un max d'argent. On va parler de ces périodes où il y a du monde. Le conseil que je te donne pour connaître ces grosses périodes, d'une, il va falloir que tu fasses une recherche des différents grands événements qu'il y aura dans ta ville, même dans ton pays. Ce que tu vas faire, c'est que dans ton calendrier, tu vas noter tous ces grands événements, toutes ces fêtes qui rapportent du monde. Donc, ça va te permettre d'anticiper tes prix haute saison. Notre astuce, ça sera d'identifier les grosses périodes au niveau des compagnies aériennes. C'est-à-dire que tu vas identifier où les billets d'avion sont plus chers qu'à la norme. Ces périodes-là correspondent à des périodes qui sont plébiscitées par des étrangers ou des personnes qui reviennent au pays ou autres. Donc, au niveau des compagnies aériennes, tu vas rechercher les tarifs les plus hauts
Donc les périodes où tu vois que les tarifs sont plus chers que la norme, donc ces périodes-là sont celles où il y a des événements par exemple, où les touristes seront amenés à plus vouloir visiter le pays en question. Donc mon conseil, c'est vraiment de te faire un planning, un calendrier avec lequel tu vas marquer les grosses périodes. Donc à ces périodes-là, tu pourras augmenter ton tarif, faire un tarif haute saison. Donc, identifie bien les grosses périodes pour pouvoir appliquer tes tarifs haute saison. Astuce numéro 2. Dans ton budget, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas d'ajouter une enveloppe aléa qui peut être beaucoup plus élevée que ton budget travaux. Je te donne un exemple de mon expérience. Après avoir loué le bien, avoir commencé à faire les travaux, on a vu qu'il y avait un défaut au niveau de la tuyauterie. Mais ça, on s'en est rendu compte bien après. C'est un aléa. Grâce à l'enveloppe aléa que j'avais prévue, j'ai pu prendre donc l'argent de cet aléa-là pour le mettre dans ce problème de tuyauterie. Astuce numéro 3. J'ai eu ce problème-là récemment avec mes premiers clients et comment te dire que c'est assez stressant. J'ai branché tout l'électroménager en même temps au dernier moment et sauf que ça a sauté, ça a disjoncté. Donc les clients étaient là. Ça a disjoncté la nuit, lors de leur première nuit. Voilà. Je te conseille, en fait, avant même de mettre ton bien en location, teste ton bien. Tu vas dormir 3 ou 4 nuits dans ton logement pour le tester. En fait, c'est la base. Il va falloir que tu équipes totalement ta maison, qu'il y ait tout le mobilier, que tout soit branché au niveau électricité. Tu fais comme si tu étais client de ton propre logement, ok ? Tu vas vivre dans ton logement comme tes futurs clients. Un autre conseil qui s'applique avant de sélectionner le bien, balade-toi à différents moments de la journée pour tester l'environnement, le voisinage de ton logement. Comme ça, tu verras si tout est correct, s'il n'y a pas de bruit, de nuisances sonores au niveau de ton voisinage, au niveau de la sécurité aussi, parce que par exemple, en journée, tu vas voir que c'est calme, c'est safe, alors qu'en soirée, c'est pas sécurisé, qu'il y a de la délinquance, on sait pas, ok ? Veille bien à te balader dans le quartier, autour de ta maison, avant de t'engager en fait. Nous, par exemple, j'avais visité un bien, une maison qui était super bien située, franchement top, sauf que cette maison, à côté, il y avait un restaurant. Et il s'avère que le restaurant mettait de la musique très forte le soir et jusqu'à très tard. Ça peut être contraignant pour tes futurs clients, alors de marcher autour de ton logement la nuit, en journée, à différents moments de la journée. 5e conseil, un conseil vraiment important. Avant de signer ton contrat de location auprès de ton propriétaire, assure-toi vraiment que tu puisses faire de la location saisonnière. Certains refusent catégoriquement que les locataires fassent de la location saisonnière. On a eu le cas, on cherchait un bien, le propriétaire était catégorique. Non, tu ne fais pas de location saisonnière parce qu'on ne veut pas les va-et-vient, ils ne veulent pas les problèmes, tout ça, les fêtards. Il nous parlait de la clientèle nigériane qui est très fêtarde. Pour lui, c'était clair et net, il ne voulait pas de location saisonnière. Astuce numéro 6, c'est de rédiger un contrat de location saisonnière en béton. Il ne faudra rien négliger. Alors, des choses importantes, c'est la prise en charge de l'eau et l'électricité. Alors, est-ce que tu souhaites prendre en charge l'eau et l'électricité, donc c'est pour ta pomme en gros, ou que les clients le fassent? Quand on a commencé à venir au Bénin, à s'intéresser au Bénin et à faire les premiers voyages de repérage, on s'étonnait en fait d'avoir à payer l'électricité nous-mêmes. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, l'électricité est extrêmement chère, surtout que nous, venant de France, on n'était pas habitués à ces vagues de chaleur. Il fait super chaud. Donc, on mettait la clim à fond. À la fin de la location saisonnière qu'on a eue, donc on est resté peut-être une dizaine de jours, on a vu la facture d'électricité. Aujourd'hui, je peux vous dire que je comprends pourquoi les Airbnb sont souvent catégoriques à ce niveau-là et qu'ils ne souhaitent pas prendre en charge l'électricité. Ça, c'est un des paramètres, mais il y en a d'autres. Par exemple, la caution. Combien tu souhaites demander de caution à ton futur client? N'oublie pas, tu as investi beaucoup d'argent dans ce projet. Alors, il faut que tout soit clair et que tout soit bien noté. Ne sois pas feignante. Ne sois pas feignant. Franchement, prends le temps de le faire. Parce que ça peut te coûter de l'argent. Astuce numéro je ne sais plus combien. Dans ta stratégie, il faudra que tu saches si tu fais appel à des agents immobiliers ou des démarcheurs pour la mise en location de ton bien. C'est-à-dire que ce sera des personnes qui chercheront des clients pour toi que tu devras rémunérer. Et donc, il faudra l'imputer dans ton tarif de location. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut te faire perdre de l'argent. Si tu ne te payes pas en place, si tu ne prends pas en compte,
eh ben, tu seras perdant à ce niveau-là. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir faire ta location saisonnière. Tu as le calcul de la rentabilité de ta future location saisonnière. Tu as les différents conseils. Ton action maintenant, ça sera de cliquer sur le lien dans la description pour télécharger la checklist et le détail du calcul de ta rentabilité de ta future location saisonnière. Pour ainsi anticiper tout pour ta future location saisonnière. Dans la future vidéo que je prépare pour toi, je te donnerai toutes les astuces pour louer ta future location saisonnière au bon prix. Alors reste connecté. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et like, commente, pose-moi toutes les questions que tu souhaites en commentaire. Ok? Donc c'était Stéphanie by Shaeli. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à bientôt.